Les styles suivants sont moins courants. Le style est champêtre comme le nom l'indique. Il privilégie les imprimés fleuris, le Vichy, les chapeaux de paille, les tabliers et les paniers en guise de sac à main. Le croisement avec le punk. Concrètement, ça consiste à porter du noir avec de l'écossais, des épingles à nourrice et des chaînes en guise de bijoux, des cravates, des rangers ou des Vans pour chaussures. Et parfois des jupes un peu plus courtes que d'habitude. Kulo c'est noir et Shiro c'est blanc en japonais. Autrement dit, de ces coloris de haut en bas et sans accent d'une autre teinte. Tout bleu c'est le Mizuho Lolita. Tout rose le Pinku Lolita. Et oui, c'est différent du sweat. Une version simplifiée, plus facile à assumer tous les jours. Se porte parfois sans jupon ou avec un jupon peu épais, et des kyutsu, des t-shirts qui remplacent les chemises. Hime, c'est princesse en japonais. Le style comprend des accessoires comme des sceptres, des tiares et des prints, pouvant aussi les inclure en tant que motif. Le blanc, le rose et le bleu prédominent. La forme des robes s'inspire du rococo et des robes à la française du XVIIIe. Le wa croise les robes avec une forme plus typiquement japonaise inspirée des kimonos. Le ki fait de même, mais avec un croisement avec les robes traditionnelles chinoises plutôt, appelées kipao. Presque le seul style associé noir et blanc encore aujourd'hui. Inspiré des costumes marins avec le col caractéristique, une cravate et deux rangées de boutons. Souvent porté avec un béret ou un canotier de paille, des chaussettes rayées et un sac coquillage. Le tout de couleur bleue, blanche ou noire et sans motif. Les autres styles sont plus rares encore et seulement portés lors de meetings ou de fêtes, le plus souvent. Comme le nom l'indique, de préférence dans des tons sombres, ça consiste en des robes au motif de Jolly Rogers ou de voilier, le port d'une veste à basque, de jabot, de sacs en forme de coffre, de pendentifs en forme de clé, de chapeaux tricorne, de bottes et parfois de cache-œil. Il s'agit d'un croisement avec la mode steampunk, qui donne dans des éléments néo-rétro tels que le corset, les goggles, les chapeaux haute forme, les rouages, etc. Ou gore Lolita. Il consiste à juxtaposer des tenues blanches, souvent avec des accessoires d'infirmière, et des éléments médicaux comme des bandages, des pansements ou des cache-œil, mais portés sans besoin. Et pour la touche finale, tout est éclaboussé de rouge, à moins que pour ne pas ruiner sa robe, la Lolita se contente d'arroser son tablier. Évidemment, un tel style ne sort en principe qu'à Halloween. Il vient sans doute d'un croisement avec les modes Menera ou Yamikawaii, qui juxtaposent des éléments mignons et médicaux. À ne pas confondre avec le creepy cute, puisqu'il n'y a pas des éléments en forme d'œil, de fantôme, de squelette. Souvent en vert de gris, en bleu ou en noir, elles ont des képis ou des calots, et des galons, des médailles pour accessoires.
Érotique Lolita. Il consiste à sexualiser le style avec des robes courtes et des éléments d'habitude proscrits comme les talons aiguilles, les porte-jartelles et les collants résilles. Il est évidemment controversé car d'habitude la pudeur est partie intégrante du Lolita. Et difficile à porter, surtout pour les débutantes. Ou Lolita sorcière. Avec des robes gothiques à motifs de citrouille ou d'étoiles ou de chat, il se porte avec des chapeaux pointus, parfois sous la forme de mini-hats et un balai, peut-être aussi une baguette magique. Évidemment, un tel style ne sort qu'à Halloween aussi. Twinning Lolita. Pas un style, mais plutôt une pratique. Il consiste pour deux Lolitas, sœurs ou meilleures amies, à porter des tenues semblables, mais dans des tons différents, voire Shiro pour l'une et Kuro pour l'autre. Sans être du Lolita, ces modes sont souvent portés par les garçons ou les Lolitas plus âgés. C'est sans doute dû au fait que la mode n'a elle-même que 2 décennies, mais elle est rarement portée par celles qui ont plus de 25 ans, même s'il n'y a pas de limitation d'âge officielle du monde. Et pas non plus par les hommes, pour d'évidentes raisons. Certains sont quand même séduits et portent le style en tant que travestis. Souvenez-vous des pionniers Mania et Aya. On parle de Brolita, le Brother Lolita, ou de Loliboy. Et non, ils ne sont pas tous gays. Mais existe-t-il une version proprement masculine du Lolita? Théoriquement non, et je le déplore. Des gilets, ou vestes à print, devraient pourtant s'envisager, ne serait-ce que dans le gothique ou le classique, et créer ainsi des garçons assortis à leur petite amie ou sœur Lolita. Ou le Victorian Goth, déjà évoqué dans la vidéo sur le gothique. Ce sont des vêtements du 19e siècle mais tout noirs. La gothique Lolita évolue souvent vers ce style et ses jupes plus longues. Les garçons, adeptes du style, sont évidemment bien assortis au goth loli. Jeune femme en japonais. Le style vers lequel évoluent celles qui sont adultes est toujours constitué de ravissantes petites robes, inspirées des années 1950 et 1960, mais sans jupons et sans print voyant. Et les robes sont un peu plus longues. Dans la mode Lolita proprement dite, on a d'ailleurs déjà vu des jupes arrivant aux chevilles, principalement dans le classique et dans le hymne. L'otome a les coloris sobres du classique et quelques items en commun, comme les cols Claudine et les escarpins à brides. Il consiste à porter des chemises, des culottes de velours, parfois des salopettes, des chaussettes rayées et des chaussures compensées en bois. La présence de pantalons en a fait un style idéalement porté par les garçons, et il l'est à l'occasion, mais dans la pratique ce sont surtout des filles qui le portent. Indispensable depuis les années 2000, de forme cupcake pour les sweats, ou de A majuscule, c'est-à-dire triangulaire pour les autres styles. Généralement à dentelle et à manches bouffantes, indispensable aussi. On les porte à manches courtes en cas de canicule, sous une jumper skirt. C'est une robe à bretelles. C'est une robe à manches. Grande culotte longue à dentelle, comme celle portée au 19e siècle. Elle peut aussi servir de bas de pyjama. Un t-shirt à froufrou porté en casual. Un modèle courant dans le old school était les chaussettes avec un volant de dentelle au sommet. Sinon, les chaussettes sont généralement hautes, avec un motif imprimé ou un nœud dessus. Les collants sont d'usage courant, notamment en dentelle pour le gothique et le classique.
des serre-têtes rectangulaires surtout associées au old school aujourd'hui. Un mini chapeau, ou une couronne, à épingler sur les cheveux. En dentelle, le plus souvent, s'accordant à tous les styles, en noir pour le gothique, par exemple, bien sûr. De tons pastel, en peluche ou en forme de cœur pour les suites, noir, parfois avec des ailes de chauve-souris pour les gothiques, en forme de livre ou de violon pour les classiques. Ce sont les jupes. Pratique en été de façon générale pour donner une touche d'élégance. En plastique pour les OTT suites, noir ou rouge pour les goths, vintage pour les classiques. À capote, portée par les classiques et les country, ou encore les charlottes en dentelle, parfois portées comme bonnet de nuit. Souvent bicolores pour les OTT suites, elles peuvent être de teinte naturelle pour les autres. Elles sont notamment pratiques pour les japonaises, pour avoir des anglaises caractéristiques impeccables, mais elles ne sont pas obligatoires. Baby, The Star Shine Bright, Métamorphose Temps de Fille et Angelic Pretty sont des marques suite. Baby, The Star Shine Bright est créé en 1988 et Angelic Pretty sera d'abord connue comme étant Pretty dans les années 1970 et aussi comme une marque natural à l'époque. Innocent World, Juliette et Justine, Marie Magdeleine et jadis Feu le label victorian Maiden étaient des marques classiques. Moi-même moitié est un label gothique. Alice et les Pirates, créé en 2004 par Baby The Star Shine Bright, a des thèmes classiques, pirates et punk. Les marques ont de l'importance dans cette mode et celles-ci sont les labels les plus célèbres et les plus chers. N'espérez aucune robe à moins de 200 €. Heureusement, outre le marché de l'occasion, il existe des marques moins connues car apparues plus récemment, mais plus abordables. Bodyline, par exemple, c'est d'habitude là que se fournit la débutante Fauché, les prix s'échelonnant entre 30 et 60 €, dans des styles surtout sweet et classiques. À la condition d'avoir l'œil. Les one piece ou jumper skirts sont pour la plupart pas mal, mais il convient d'éviter les sections cosplay, costumes et tout ce qui est en deux parties, les sets, qui ont un contenu plus Ita. Ben oui, à la base Bodyline c'est une boutique de costumes. En fait, au tout début c'était même un magasin de lingerie fine, d'où le nom. Et leur première tentative de Lolita n'était pas terrible à en juger par le monstre en dentelle apparu sur une page du recueil gothique et Lolita. Par chance, ils ont évolué dans le bon sens, et pour construire une garde-robe conséquente, il faut souvent passer par eux. En sorte que presque toutes les Lolitas d'Occident possèdent au moins un de leurs modèles. En revanche, leurs jupons ne sont pas recommandés, et se trouvent plutôt sur eBay. Fan Plus Friend est encore une boutique qui vend pêle-mêle du Lolita et du cosplay, mais aussi du gothique et de l'aristocrate. Le Lolita qu'on y trouve est gothique, classique, steampunk et pirate, et presque toujours réussi. Du coup, les prix sont plus élevés, 100 € en moyenne. Surface Spell, Infanta et Dear Céline sont d'autres labels de simple, sweet, gothique, classique ou hymne, au prix compris entre 50 et 200 €. Et puis bien sûr, il reste les labels indépendants, faits souvent par des occidentaux ayant lancé leur propre marque en freelance. Et puis il y a les réplicas. Certains de ces labels indépendants, trouvables par exemple dans la boutique chinoise Taobao, font dans la réplica, c'est-à-dire qu'ils reproduisent, sans autorisation ni copyright, les motifs de grandes marques sur des robes vendues entre un quart et moitié moins cher. C'est comme le streaming, c'est illégal mais presque tout le monde l'a déjà fait. Néanmoins, on reconnaît les réplicas en ce qu'il leur manque certains détails. Les boutons ou dentelles sont différents et moins élaborés. L'équivalent des Heartworks pirates de Hong Kong en somme. Certaines Lolitas ne voient pas d'inconvénient à les porter, mais pour les autres, c'est hors de question, et le sujet est sensible. Par contre, tout le monde est d'accord sur un point. Ne jamais acheter de robe sur eBay ou sur la boutique Milano,
qui range le Lolita dans la catégorie cosplay pour commencer, donc ça l'affiche mal. Les photos montrent des images de grandes marques, mais ils envoient une copie mal faite, par exemple en satin. Encore plus malhonnête que les réplicas, dont les photos sont déjà celles de la copie. Citer Milano est un bouton berserk chez toutes les Lolitas, en particulier celles qui se sont fait avoir au début. La seule chose immuable pour les occidentales sont que les tailles asiatiques transforment un M en S, un M en L, etc., obligeant à commander au-dessus de la taille habituelle. Découvrir que sa nouvelle jupe arrive au-dessus du genou est commun chez les occidentales, en moyenne 10 cm plus grande que les japonaises. La solution consiste à posséder des sous-jupes plus longues à porter au-dessous. L'extrême onirisme du style n'échappe à personne, pourvu qu'on respecte la silhouette de base. Toutes les fantaisies sont permises, et on l'a vu, les crossovers avec les motifs mythologiques et les personnages de légende sont légion. En conséquence, il s'agit bien plus d'une simple mode pour nombre des adeptes du style. Lolifier n'importe quel personnage célèbre est d'ailleurs possible. La beauté, et parfois le prix des vêtements, n'incite pas à manger un kebab qui risque de tout salir en cas de chute, à se prendre une bonne cuite, à regarder un film classé X, ou même faire des galipettes dans l'herbe, tout en les portant. Certaines Lolitas prennent à cœur cette envie d'être sage quand on est dans de telles robes. Elles sont ce qu'on appelle des lifestyles. Elles portent cette mode tous les jours, ou en tout cas autant que possible, et décorent leur maison ou leur chambre en conséquence. Elles s'adonnent à des activités voulues traditionnellement féminines. Le point de croix, la lecture d'auteurs comme Jane Austen, la pratique d'instruments de musique classique, la confection de gâteaux, la calligraphie, le tricot, la poésie ou l'aquarelle. Elles préfèrent les sports peu violents et qu'on peut faire en robe, comme le croquet, le patin à glace, la danse ou le badminton. Les lifestyles se conduisent comme des ladies du 19e, elles ne parlent pas fort, se tiennent droites, ne jurent jamais, ni ne fument ou boivent. Elles vont au musée, au théâtre, au concert, pique-nique à la campagne. Elles aiment organiser des afternoon tea britanniques, ou tout au moins avoir rendez-vous au salon de thé. Les lifestyles peuvent aussi collectionner les poupées ou cultiver les fleurs en pot. Elles se promènent avec une ombrelle pour rester diaphanes. Dans certains cas extrêmes, elles ne mangent que sucré, ne lisent et n'écoutent que de la littérature et de la musique classique, ne regardent que des films historiques. Exception faite de sa rudesse, Momoko de Kamikaze Girl est lifestyle. Elle ne porte pas de Lolita qu'à l'école, à cause de l'uniforme obligatoire. Son lunchbox pour midi ne contient que des bonbons. Elle déteste le sport et préférait rester une fleur fragile et délicate, comme les femmes du temps du rococo qui s'évanouissaient souvent. En fait, l'idée même de travailler ne lui dit rien, en dépit de son talent pour la broderie, et elle aimerait avoir l'oisiveté des anciens aristocrates. Momoko apprécie les promenades à la campagne, mais l'habitude de son ami Ichiko de cracher par terre la choque visiblement. Enfin, et en dépit du gain de temps que ce serait, elle ne se déplace jamais à vélo, car les Lolitas doivent soigner leur image. L'album français Gothic Lolita, Princesse d'aujourd'hui, paru en 2009 à ne pas confondre avec le recueil photo, est d'Audrey Alwhite et Maud Amoretti. L'héroïne, Sumire, est une sweet Lolita lifestyle à fond, elle aussi. Elle a un agneau de compagnie et ne sortirait jamais sans robe Lolita. J'ai besoin de ces vêtements pour être moi, pense-t-elle. Sans surprise, aucune université ne lui convient car elle veut être super Lolita, c'est-à-dire apprendre à jouer du violon et de la harpe, écrire des poèmes, cuisiner des gâteaux et coudre des robes. Oui, c'est tout. D'où son idée d'ouvrir une telle école pour apprendre cela aux autres Lolitas. Le challenge est de taille, mais toutes les Lolitas que Sumire va rencontrer, Alice la classique, Sachi et Yuka les sœurs gothiques, Blueberry l'OTT Sweet, sont aussi lifestyle et partagent ce point de vue. Les élèves aussi d'ailleurs. Les problèmes viennent de l'extérieur. Les voisins en colère devant leur aspect inhabituel provoquent un incendie des lieux. Et on découvre que la maison était construite sur la tombe de Cendrillon soi-même. La revente de chevaux de manège trouvés là permet de reconstruire une école avec des toboggans, des murs en pain d'épices et sols de plumes pour dormir, puisque je vous le dis. Sumire est d'ailleurs une excentrique au niveau du caractère aussi, puisqu'elle écrit une encyclopédie avec la définition des fermetures à mur, des graines de chaussures, de la soucoupe multipatte et du poulpe fraise. C'est concept. Et ça me déplaît pas, mais force est de constater qu'être Lolita n'induit
pas forcément d'avoir autant d'imagination et de fantaisie, ni même d'être lifestyle. En fait, la plupart alternent ces tenues et leurs vêtements moldus, selon un terme répandu. Encore que le combo jean et t-shirt porte un nom officiel, le normcore. Elle se comporte avec ses robes comme elle le ferait chaque jour. À l'extrême opposé du spectre, les trash Lolita ne s'interdisent aucune activité, fument, crachent, boivent, usent d'un langage grossier, voire font des orgies dans ses vêtements et n'en font pas mystère. Et j'ai le regret de dire que si ça se tient sur le papier, en réalité, les élèves de l'école Lolita n'auraient pas qu'à lutter contre le voisinage. Il faudrait aussi qu'elles se supportent entre elles et ce n'est pas garanti. Non, rien à voir avec les sous-styles. D'ailleurs, la plupart des Lolitas les ont tous essayés. Ça vient plutôt de ce que les lifestyles ne sont pas d'accord avec les trash. Que les unes ne portent que de la marque et que d'autres ne voient pas le problème de n'avoir que du bodyline et de l'indépendant, voire du fait main. Et je parle même pas des adeptes des répliquants en guise de troisième faction. Celles qui respectent les règles et celles pour qui elles n'ont pas d'importance. Il y a celles qui vénèrent le Japon et celles qui se souviennent que la mode a des racines occidentales. Que certaines donnent dans le mannequinat amateur et sont très suivies sur Instagram, là où pour d'autres ce ne sont que des vêtements et se photographier dedans n'a pas d'intérêt. Celles qui ne portent que cela et celles qui ont d'autres styles. Celles pour qui l'héros n'est pas un vrai style et celles pour qui si. Etc. Triste et expliquant qu'après avoir été très proche de la communauté pendant 10 ans, Moda Moretti s'en soit éloigné en 2011. D'autres facteurs font que le nombre de Lolita est stagné en 10 ans. Déjà, le coût élevé des robes de marque. Momoko, la maligne, soutirait d'ailleurs d'argent à son père en prétendant en avoir besoin pour aider des camarades en détresse. Un certain manque de praticité aussi. C'est un cauchemar de salir une robe hors de prix, mais même si un modèle fait main et pas cher, la silhouette a ses inconvénients au quotidien. Déjà, je connais personne qui assume de telles robes au travail ou à l'école. Et chez soi, on goûte vite au souci de balayer les objets posés sur une table basse avec son jupon. La plupart des pratiques sportives en sont rendues plus difficiles aussi. En fait, on comprend pourquoi la vie moderne a fini par proscrire les tenues compliquées pour les femmes, même si le cours des jupes Lolita permet plus facilement de sauter et courir. Clairement, le port du Lolita sera vite incompatible avec l'obligation de faire le ménage ou les courses. Qui plus est, c'est une des modes les plus difficiles à assumer en public, qu'on soit toute seule ou en troupeau lors des meetings. Dur de faire comprendre qu'il ne s'agit pas de déguisement. Pour une fillette qui demande avec des étoiles dans les yeux si la Lolita est une princesse, 10 passants vont ricaner et demander si Carnaval est en avance. Voire pire, on peut être filé par un type patibulaire mais presque, comme disait Coluche, et dont je ne veux surtout pas connaître les goûts. Et pourtant, beaucoup s'obstinent, parce qu'on peut voir le port de Lolita comme quasi militant, même si, là encore, il y a des Lolitas qui s'en fichent. S'élever contre le côté ordinaire des vêtements féminins d'aujourd'hui et la paresse qui a abouti à cette simplicité. S'élever contre le fait de ressembler à tout le monde, parce qu'on passe pas inaperçu. S'élever contre l'amorosité ambiante et revendiquer le rire et la joie, même surtout si l'on est sweet ou him. S'élever contre le manque d'élégance, la norme depuis le milieu du XXe siècle. S'élever contre le matérialisme et revendiquer un certain onirisme. Et surtout, l'ultra-féminité est-elle le féminisme? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et pendant longtemps, c'était le fait de s'habiller en homme, vu que c'était interdit par la loi, qui était perçu comme militant. Mais quand tout le monde s'est retrouvé en pantalon pour des raisons de praticité, porter des robes, et surtout des robes voyantes, du style « oui, je suis une fille »,« oui, ce détail ne peut t'échapper », qui est devenu subversif si on ose dire. Ou quand être en robe devient aussi badass que demander un verre d'eau dans un bar à ivrogne. Le summum de la liberté est en alterner tous les styles, pantalon ou jupe. Ou pas. Là encore, certaines Lolitas portent cette mode en se moquant de sa portée militante, si elles savent qu'il y en a une. Seule certitude, ces robes n'obligent pas à jouer les plantes en pot. Momoko aime peut-être l'idée d'être une fleur fragile, mais s'énerve, crache par terre et menace à coups de batte de baseball un groupe de filles Yankee ou loubardes quand la situation l'exige. Et elle leur fait très peur. Elle fera même du scooter par la suite, image ou pas. Ne croyez pas la télé du reste. Toutes les Lolitas ne sont pas des weeaboos ou même des animés fans, pas plus que tous les gothiques ne sont dépressifs ou satanistes. Il en est qui aiment le Japon, mais d'autres pour qui le pays de provenance de leurs vêtements n'a pas d'importance. Les Lolitas japonaises, elles, n'ont-elles pas tendance à admirer la France de leur côté? Dernier point.
On dit que la mode perd de la vitesse depuis 2015. Vrai ou faux? Au Japon, Fruit, le magazine, a cessé de paraître en 2017. Plus assez de gens au look intéressant se promènent à Harajuku aujourd'hui, et c'est le fait d'être un énorme corps habillé en Uniqlo qui semble original maintenant. Au Japon, du moins, les Lolitas évoluent vers le classique ou le gothique, voire vers des styles plus neutres comme l'otome ou le natural ou le mori. Plus que les imprimés kawaii, on se tournerait aujourd'hui vers l'opulente, c'est-à-dire l'accumulation de matières précieuses, de volants, etc. L'avenir de la mode est difficile à prédire, mais puisse-t-elle continuer avec élégance, dignité, romantisme et onirisme, ne serait-ce que parce qu'elle est plus qu'une simple mode, qui a même ses journées internationales, les premiers samedis de juin et de décembre. Je définis ici cette mode pour les nuls, mais les curieux pourront approfondir à des sources dont les liens sont en description.